Mes frères et sœurs, approchez-vous. Apportez vos nattes, asseyez-vous en cercle sous l'arbre à palabres, et ouvrez grand vos oreilles. Car l'histoire que je vais vous conter ce soir va vous révéler une vérité que beaucoup ignorent. Le plus grand sot du village n'est pas toujours celui qui ne sait ni lire ni écrire, mais celui qui ne sait pas lire entre les lignes du cœur humain, ni entendre les cris silencieux derrière les sourires dorés. Cette histoire s'est déroulée dans la ville animée de Mkwa Market, un endroit où les murs ont des oreilles et où les langues ne se reposent jamais. Là, tout le monde connaissait les affaires des autres avant même qu'elles ne soient terminées. Au cœur de ce tourbillon vivait une femme nommée Ada. Ada incarnait ce que notre peuple appelle « celle qui est arrivée ». Chaque dimanche, quand elle franchissait le portail de l'église, c'était un spectacle. Ces rappeurs en wax hollandais coûtaient si cher que leur tissu seul aurait pu nourrir 3 familles pendant un mois entier. Ses colliers de corail s'empilaient si haut sur son cou qu'on aurait dit qu'elle se préparait à recevoir un titre de chefferie. Son sac à main en cuir véritable, pas ces imitations bon marché du marché Balugo qui s'écaillent au premier orage, proclamait haut et fort « J'ai de l'argent, et je veux que vous le sachiez ». Les femmes de la congrégation murmuraient entre elles « Regardez-la. Son mari doit imprimer des billets dans leur chambre à coucher. » Son époux s'appelait le chef Ea, un homme imposant dans la communauté. Il possédait 3 parcelles de terrain bien placées, 2 voitures, une pour les jours ordinaires, une pour le dimanche, et il trônait toujours à la table d'honneur lors des réunions du quartier. Ada s'accrochait à son bras comme si elle tenait un trophée remporté à une compétition acharnée. Partout où ils allaient, elle veillait à ce que tous les regards se posent sur eux. On les enviait. On les admirait. On les copiait. Mais mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ce que personne ne voyait. Derrière les grilles dorées de leur vaste concession, Ada vivait dans une prison invisible, bâtie non de barreaux de fer, mais de silence oppressant et de mots acérés. Le chef ne la frappait jamais avec ses mains, oh non, il était trop civilisé pour cela. Il la frappait avec sa langue, jour après jour, du lever au coucher du soleil. Tu vendais des acaras au bord de la route quand je t'ai trouvé, lançait-il d'une voix froide comme le vent harmattant qui dessèche tout sur son passage. C'est moi qui t'ai donné un nom respectable, moi qui t'ai élevé au rang de femme de notable. Sans moi, tu n'es rien, une fille du village sans diplôme, sans instruction, sans valeur. Alors quand je parle, tu te tais. Quand je dépense pour mes autres femmes, tu souris, parce que tu n'as pas le choix. Et Ada le croyait. Profondément. Elle pensait que le prix à payer pour porter ses rappeurs somptueux était d'avaler sa voix, d'accepter que l'homme qui pourvoit financièrement n'est pas à pourvoir du respect. Elle se convainquait que l'amour se mesurait en grammes d'or et en cylindrées de voiture. Chaque matin, elle se levait, se maquillait avec soin, enfilait son armure de luxe, et sortait afficher un bonheur qu'elle ne ressentait plus depuis longtemps. La nuit, seule dans son lit immense, elle étouffait ses sanglots dans l'oreiller pour ne pas réveiller l'homme qui dormait à ses côtés ou un étranger dans sa propre maison. Parmi celles qui observaient Ada de près se trouvait une autre femme, une Asie. Une Asie se présentait comme son amie. Du moins, c'est ce qu'Ada croyait. Mais certains amis sont comme les termites, ils sourient à votre table pendant qu'ils rongent les fondations de votre demeure. Une Asie venait souvent chez Ada. Elle s'extasiait devant chaque détail, « Ma sœur Ada, ce salon est une vraie merveille. Ces meubles viennent d'Europe, n'est-ce pas? Ma sœur Ada, ce nouveau collier en or. Tu es vraiment bénie. » Mais rentrée chez elle, dans sa petite chambre aux murs fissurés, une Asie fixait ses propres rappeurs usés et sentait une bile amère monter dans sa gorge. « Pourquoi elle et pas moi ?» se demandait-elle. « Pourquoi Ada a-t-elle tout cela alors que je trime jour et nuit? Si je parviens à me rapprocher du chef Ea, je pourrai moi aussi goûter à cette vie. » Ainsi commença sa campagne secrète. Elle se mit à passer chez Ada aux heures où elle savait que son ami était au marché. Elle apportait au chef son péché mignon, une bouteille de soda bien fraîche et une part de tarte à la viande encore chaude du four. « Chef, disait-elle d'une voix douce comme du lait concentré, je passais par là et je me suis dit qu'un homme de votre stature mérite qu'on prenne soin de lui comme il se doit. Ma sœur Ada a de la chance, mais même les femmes chanceuses ont parfois besoin d'un peu d'aide. » Le chef, gonflé d'orgueil comme une outre pleine, bombait le torse. « Tu es une femme intelligente, une Asie. Pas comme certaines qui croient que le mariage leur donne le droit de se reposer sur leur laurier. » Les visites se firent plus régulières. Les sodas devinrent des repas complets préparés avec soin. Les conversations s'allongèrent, s'adoucirent, se rapprochèrent dangereusement. Un après-midi, Ada rentra plus tôt du marché où elle avait oublié son porte-monnaie. En poussant la porte de sa concession, elle entendit des rires. Le rire grave et satisfait de son mari, mêlé au gloussement aigu d'une Asie. Elle s'arrêta net sur le seuil du salon. De là où elle était, invisible dans l'ombre du couloir, elle les vit. Une Asie assise sur son propre fauteuil, buvant dans sa tasse préférée, les jambes croisées avec assurance. Le chef disait, « Ada ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Un roi comme moi mérite une femme qui sait s'incliner, qui sait adorer. Pas une qui traîne toujours l'air fatigué et usé. » Une Asie répondit, « Vous méritez mieux, chef.
Quelqu'un qui voit votre grandeur, qui la célèbre chaque jour. Ada resta figée. Son cœur battait si fort qu'elle craignait qu'il l'entende. Si ça avait été une autre femme, elle aurait fait irruption, renversé la table, arraché les extensions du nazi et crié jusqu'à ce que tout le quartier accourt. Mais Ada ne bougea pas. Quelque chose en elle se brisa, ou plutôt, se libéra. Pour la première fois, elle comprit qu'elle avait passé des années à jouer le rôle de la femme comblée pour un public qui se moquait bien de savoir si elle agonisait à l'intérieur, pourvu qu'elle brille à l'extérieur. En regardant une Asie s'installer dans sa vie comme on prend possession d'un territoire conquis, Ada ne ressentit pas de la colère. Elle ressentit une clarté limpide, presque douloureuse. Qu'elle le prenne, murmura-t-elle pour elle-même. Qu'elle prenne les insultes, le mépris, la cage dorée. Moi, j'en ai fini de jouer la comédie. À partir de ce jour, Ada changea, mais pas comme on s'y serait attendu. Elle ne cria pas. Elle ne pleura pas devant son mari. Elle ne confronta pas une Asie. Au lieu de cela, elle se mit à préparer sa libération comme un stratège prépare une bataille décisive. D'abord, elle retourna discrètement au marché. Elle alla voir ses anciennes clientes d'Akara. « Maman Ada, lui dirent-elles, tes beignets étaient les plus savoureux de tout Mkwa. Si tu recommences, nous serons les premières à acheter. » Ces mots, simples et sincères, rallumèrent une petite flamme en elle ou celle de la femme qu'elle avait été avant le chef, avant l'or, avant le silence. Ensuite, elle commença à économiser. Pas dans la maison où le chef contrôlait tout là-bas. Elle confia son argent à une vieille commerçante de confiance. 1000 nera par-ci, 2000 par-là. Des sommes si petites que le chef, occupé à offrir des cadeaux à une Asie, ne les remarquait même pas. Elle s'inscrivit à des cours d'alphabétisation pour adultes le soir. Au chef, elle disait qu'elle allait aux réunions de prière. Là, dans une salle éclairée par une lampe à pétrole vacillante, elle apprit enfin à lire et à écrire correctement vu une honte qu'elle portait depuis l'enfance comme un poids invisible. Chaque nouvelle lettre tracée sur le cahier était une petite victoire, un pas vers la liberté. Pendant ce temps, elle laissait une Asie s'approcher toujours plus près du chef. Parfois, elle créait même les occasions. Une Asie, ma chère, peux-tu apporter ce plat à mon mari à sa boutique? Je me sens un peu fatiguée aujourd'hui. Une Asie sautait sur l'occasion, persuadée qu'Ada était naïve. Les langues du quartier se déchaînèrent. Vous avez vu comme une Asie passe son temps chez le chef Ea? Ada doit être aveugle pour ne rien voir sous son nez. Pauvre femme, couverte d'or pendant qu'une autre lui vole son mari. Ada entendait ces murmures et souriait, un vrai sourire, cette fois. Car elle savait ce qu'eux ignoraient, elle n'était plus prisonnière. Au bout d'un an de patience et de préparation minutieuse, Ada passa à l'action. C'était un dimanche matin. Elle se leva tôt, se lava, et au lieu d'enfiler un de ses rappeurs luxueux, elle choisit une robe simple en coton, propre mais modeste. Elle prépara un petit sac, ses certificats des cours du soir, son carnet d'épargne, et une unique photo de sa défunte mère, le seul souvenir qu'elle emportait de son passé. Elle traversa le salon où le chef lisait son journal, assis dans son fauteuil préféré. « Je pars », dit-elle simplement. Il leva les yeux, surpris, puis éclata de rire. « Partir? Pour aller où? Tu crois pouvoir survivre sans moi? Sans cette maison, sans mon nom ?» Ada le regarda vraiment regarder pour la première fois. Elle ne vit plus le grand homme, le pourvoyeur, mais un être petit, insécure, qui n'existait qu'en rabaissant les autres pour se sentir grand. « Tu as raison, répondit-elle calmement. Avant, je n'aurais pas survécu. Mais cette femme-là n'existe plus. Garde la maison. Garde l'or. Garde une Asie. Moi, j'emporte quelque chose de plus précieux, ma paix intérieure. » Le visage du chef devint cramoisi. « Espèce d'ingrate. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Tu m'as donné des choses, coupa-t-elle en ouvrant la porte. Mais jamais du respect. J'ai enfin compris que je préfère n'avoir rien, mais garder ma dignité, plutôt que tout posséder et me perdre moi-même. » Elle sortit. Arrivée à la grille, elle tomba nez à nez avec une Asie, vêtue de ses plus beaux atours, un plat couvert à la main, prête à jouer à la maîtresse de maison. Elles se regardèrent un instant. Les yeux d'une Asie brillaient de triomphe. « Alors, tu pars enfin. Tant mieux. Certaines d'entre nous savent apprécier un vrai homme. » Ada sourit en un sourire libre, lumineux. « Une Asie, ma chère sœur, la maison est à toi maintenant. Le grand homme t'attend à l'intérieur. Tout ce dont tu as rêvé est là, à ta portée. J'espère que tu savoureras chaque seconde. » Une Asie fronça les sourcils, déconcertée par cette absence de combat, mais sa cupidité l'emporta. Elle se précipita à l'intérieur. 2 heures plus tard, le premier cri retentit dans la concession. Puis d'autres. Le masque était tombé. Sans Ada pour jouer le rôle de l'épouse respectable à son bras, le chef n'avait plus besoin de feindre la civilité. Les mots doux qu'il avait murmurés à une Asie devinrent les mêmes lames qu'il avait utilisées contre Ada. Les plats qu'elle cuisinait n'étaient jamais assez bons. Sa façon de s'habiller n'était jamais correcte.
Elle n'était pas la fille du village, qu'il avait sauvée, donc elle valait encore moins à ses yeux. Tu te crois meilleur qu'Ada? Hurlait-il. Au moins, elle connaissait sa place. Toi, tu n'es qu'une vulgaire voleuse de mari. En 6 mois, Unazi avait l'air d'un fantôme. Ses rapères luxueux flottaient sur son corps amaigri. Les femmes qui l'avaient envié la plaignaient désormais en secouant la tête. Ada, elle, avait repris son ancienne activité. Mais cette fois, elle le fit différemment. Avec son instruction nouvelle, elle enregistra officiellement son entreprise de beignets et de petites pâtisseries. Elle obtint un petit prêt, embaucha 3 jeunes filles du quartier, et loua une petite chambre propre qui sentait le pain frais et la liberté. Elle riait quand elle en avait envie. Elle pleurait quand elle en avait besoin. Elle ne rendait de compte à personne. Un jour, au marché, leurs regards se croisèrent. Unazi, usée, défaite, ouvrit la bouche, peut-être pour s'excuser, peut-être pour demander conseil. Ada se contenta de hocher la tête, acheta ce qu'elle voulait, et poursuivit son chemin. Car certaines leçons, on ne peut les apprendre que pour soi-même. Mes frères et sœurs, voici la morale avant de vous battre pour prendre la place d'une autre femme. Demandez-vous d'abord pourquoi elle ne se bat pas pour la garder. Tous les trônes ne valent pas la peine d'être occupés. Certaines couronnes sont en or peint, mais faites d'épines à l'intérieur. Souvenez-vous, la femme que vous croyez perdante est peut-être en train de gagner sa liberté. J'ai parlé. Que vos yeux voient la cage avant de vous y précipiter. Que votre discernement soit plus aigu que votre envie. Et que vous chérissiez votre paix plus que les louanges des hommes. Portez-vous bien, jusqu'à notre prochaine rencontre.